et Bornéo, un royaume africain. Les contes de Rose Quadio de Mathéis. Illustration Michel de Mathéis. Préface Agnero de Debrimo. Lecture Baba Studio Mix. Musique Son à ton blanc. Musique Chant de cigale, bruit forêt. Livre audio tout droit réservé ISBN 978-2-95 93 735-1-0. Il n'y a pas si longtemps, sur les terres imaginaires de Hadrid, existait un royaume légendaire, le royaume des Angloba-Djeti. Ce royaume, situé dans les mystérieuses contrées de Bornéo, avait un monarque redoutable. Il n'y a personne à Hadrid qui n'a pas entendu parler plusieurs fois du roi Angloba Kona Djeti Ier, qui, ayant dominé son maître intérieur, était devenu un être fort et puissant au point de voyager entre les mondes. Voici son histoire et celle de son peuple. Dans le royaume des Angloba Kona, mythe et réalité s'entrelaçaient. Autrefois, au son des battements puissants de l'antoum blanc, le tam-tam parleur aux notes graves et perçantes, dont la parole majeure se déclinait ainsi. Toute parole est parole. Ce tambour, tant vénéré, traversa les siècles. Il était bien plus qu'un simple instrument de musique. Il représentait le pont sacré entre le monde des vivants et celui des esprits, entre la terre et la lune. L'antoum blanc avait été légué par le grand roi Angloba Kona Djeti, qui, selon les récits anciens, l'avait utilisé pour voyager entre les mondes, enseignant aux habitants de la lune le langage mystique des tambours et créant une alliance sacrée entre les deux mondes auxquels il avait accès. Ce tam-tam au pouvoir spirituel ne se contentait pas de transmettre seulement des messages. Il racontait aussi des histoires, invoquait les ancêtres, maintenait ainsi l'équilibre entre les forces terrestres et cosmiques de son royaume. Et le pays d'Hatrid, connu pour sa légendaire hospitalité, accueillit à bras ouverts des colons venus d'Occident sous le règne du puissant roi Solilux. Le passage de ces recherches d'ivoire provoqua un profond changement à Suidé, l'ancien quartier du premier roi, et déposséda Bornéo de certains us et coutumes jugés barbares ou non adaptés à la vie moderne. Les habitants autrefois dévoués à leurs racines commencèrent à s'éloigner des traditions sacrées, séduits par ces croyances étrangères qui promettaient des horizons différents. Les rituels ancestraux furent délaissés. Les dieux et les esprits des forêts furent oubliés. Le respect de la terre, des arbres et des pierres sacrées s'étiola progressivement. Cette chute spirituelle ne pouvait passer inaperçue. Le défunt avertit la reine Bona Jaha Djeti II que depuis le monde des défunts, son prédécesseur le roi Angloba Kona Djeti observait avec tristesse la déchéance du peuple et bornéophyte. Pour leur faire prendre conscience de la valeur de l'héritage culturel qu'il leur avait légué, il décida de faire disparaître le tam-tam protecteur qui en était un grand symbole pour manifester sa colère contre le royaume. Les conséquences de cet acte plongèrent Bornéo dans un malheur sans précédent. La jeune reine Djebou Bonan Djeti, qui s'était amourachée d'un marchand arabe, mourut suite à l'annonce du décès de l'amant. Ce malheur fut perçu comme un signe de colère divine. Le royaume se trouva dépossédé de sa reine et de sa connexion mystique avec les cieux. Et Bornéo et ses habitants étaient en proie à leur peur et à la servitude de toutes parts. Les rires étaient devenus ternes devant les mains étrangères qui s'abattaient, lourdes, sur la population désorientée. Face à cette crise qui n'était jamais arrivée au village de Bornéo, le jeune roi Angloba Kona Djeti III et sa reine Sui Djekan, 2 lunes seulement après leur intronisation, se hâtèrent de faire appel à Djedi Gardelus, le devin et gardien de la mémoire du royaume. Sage parmi les sages, Djedi Gardelus possédait non seulement le savoir des anciens, mais avait aussi un accès direct avec les esprits protecteurs de Bornéo. Conscient que la disparition de l'antoum blanc n'était pas seulement la perte d'un simple tam-tam précieux, mais aussi la rupture d'un pacte sacré, il décida d'agir pour restaurer l'harmonie perdue. Pour y arriver,
Djeli Gardelus entreprit une quête audacieuse. Il choisit 3 jeunes frères, Yahya, Clofier et Maquet, âgés seulement de 21, 19 et 17 ans. Chacun représentait une vertu essentielle du royaume, la dévotion, la sagesse et le courage. Ces frères, bien que jeunes, portaient en eux l'espoir de tout un peuple. Le vieux devin les conduisit au bord du fleuve enchanteur Zouéba, où ils reçurent leur baptême des 4 éléments, feu, eau, terre et air, suivi d'une purification par le rituel Ntalo Assier, un rituel ancien aux esprits de la terre éburnéenne. Le devin les conduisit plus tard dans la forêt sacrée, un lieu où seuls les initiés pouvaient pénétrer. Il était dit que les esprits y dansaient encore sous les ombres des arbres anciens. Pendant une lune entière, il les initia au langage tambouriné, à la danse sur les échassiers, un art à travers lequel ils pouvaient se rapprocher des génies. Ils apprirent également à écouter les battements de la terre, à comprendre le murmurement des feuilles et le chant des rivières. Ce fut une immersion profonde dans l'âme des Burnéos, une initiation qui prépara à affronter leur sort futur. Quand le moment fut venu, Djeli Gardelus leur révéla enfin le but de leur quête, qui avait une signification hautement symbolique et libératrice pour le peuple s'ils menaient à bien leur mission. Ils devaient retrouver la Tongba non seulement pour assurer le jeune roi, mais aussi pour rétablir l'équilibre cosmique du royaume. Instruits des enseignements anciens et guidés par le rythme naturel des éléments de la forêt et des Buhusu, génies des forêts, les frères étaient attentifs aux moindres détails. Plus qu'une aventure, cette mission devrait les mener à découvrir des profondeurs du monde inconnu. Leur voyage initiatique fut marqué par des événements surprenants. En pleine forêt sacrée, ils aperçurent une ombre étoilée. Comment une ombre pouvait-elle être lumineuse? S'interrogèrent les frères Yahya, Clofier et Manché. Ils eurent une connaissance progressive sur la nature de ce phénomène lorsque vint la pleine lune. C'était l'homme d'Assamblangangan, le génie filiforme, espiègle et à la fois d'une sagesse insondable, qui prenait plaisir à jouer à cache-cache avec les 3 frères qui, loin de toute distraction, prenaient à cœur leur mission. Le génie Assamblangangan, qui veillait sur les secrets du royaume depuis la nuit des temps, finit par se présenter aux garçons sous une forme humanoïde. L'ayant identifié mystiquement et conscient du rituel qu'ils devaient accomplir en sa présence, ils sortirent des poches de leur large mogoba, espèce de pantalon bouffant, des allumettes et des petits masques du village des Burnéos, le masque Goli et ses 7 enfants.